Voilà, d'abord, j'ai envie de dire bon anniversaire pour Culture et démocratie. 20 ans, c'est effectivement impressionnant. J'ai peut-être aussi envie, vous comprendrez sûrement pourquoi, de rendre hommage aux pionniers de l'action culturelle des pouvoirs publics. 45 ans se sont écoulés depuis le plan quinquennal de politique culturelle de Pierre Winnie et de ses collaborateurs. Et vous savez sans doute qu'il y en a un parmi eux qui est particulièrement cher à mon cœur et qui vient de passer de l'autre côté. Hommage aussi aux orateurs de la journée. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous entendre. J'ai donc reçu les documents, les brouillons, il y a 2 3 jours. J'ai des journées plus que remplies, donc c'est un travail nocturne tout frais, trop frais, qui fonde les conclusions que je vais vous soumettre. Donc, bien évidemment, ces conclusions ne sont pas encore au point. Les dernières seront un peu tâtonnantes. Voilà. Mais en tout cas, j'ai été tout à fait passionné. J'ai ajouté un certain nombre de commentaires tout au long de la journée. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement Céline. D'abord parce que j'ai eu le plaisir de l'accompagner dans le comité d'encadrement de sa thèse de doctorat, qui va donc aboutir à un beau livre dans 2 3 semaines. Et donc, si effectivement ma vieille thèse sur le pluralisme idéologique et l'autonomie culturelle dans le droit public de la culture euh, peut avoir encore un intérêt, il y a encore des exemplaires, on peut encore en acheter. Je suis intimement convaincu que la thèse de Céline vient vraiment plus que compléter. Enfin, j'ai été enchanté de voir que ce travail, au début quand même très solitaire, avait trouvé des échos chez Céline, qui a alors vraiment poursuivi le chemin de manière tout à fait admirable. Et donc, grâce à Céline, je reviens de temps en temps à mes vieilles amours pour le droit public de la culture et les politiques culturelles. Sans elle, je serais complètement déconnecté. Grâce à elle, je suis chaque fois obligé de rattraper mon retard. Et donc, cette journée-ci est faste à cet égard. Alors, troisième caveat ou préliminaire, je ne vais pas faire une synthèse linéaire de tous les exposés. En général, c'est opportun quand les auteurs ont été très mauvais, incompréhensibles. Alors, il est bon qu'un gars fasse la conclusion pour synthétiser ce que personne n'a compris. Mais comme tout le monde a très bien compris tout ce qui a été dit, je ne vais évidemment pas faire cette synthèse linéaire. Je voudrais seulement examiner 5 questions transversales en vous priant de m'excuser à l'avance pour une certaine lourdeur, parce que je suis un espèce de bon élève, comme ça, très appliqué, qui veut bien faire son travail, donc je voudrais rendre justice à tout le monde, donc du coup c'était peut-être un peu lourd. Donc je suis tout à fait... Je remercie déjà Roland de m'interrompre si je suis trop long et s'il ne reste plus que 2 personnes en train de m'écouter dans 1 heure. Bon, donc rassurez-vous, je ne suis pas à ce point long, mais enfin ça pourrait être un peu lourd. Bon, voilà. Je suis désolé, c'est mon tempérament. Je suis trop sérieux, voilà. Même si en vieillissant, parfois je m'améliore, mais voilà. Donc, première question. Est-ce que l'on peut vraiment dire que le droit de participer à la vie culturelle, compris donc comme un authentique droit fondamental, offre un modèle qui serait appelé à succéder aux objectifs classiques des politiques culturelles qui se sont eux-mêmes succédés: démocratisation de la culture, démocratie culturelle, diversité culturelle. Nous devons à la belle thèse de doctorat de Céline une définition maintenant rigoureuse des différentes composantes, il y en a 6 ou 7 là, des différentes composantes de ce droit garanti par l'article 15 du pacte international relatif aux droits civils, aux droits économiques, sociaux et culturels, et évoqué de manière alors lamentable, tout à fait négligente, par l'article 23 de la Constitution belge, qui parle d'un droit à l'épanouissement culturel, point. Alors, nous devons donc à cette belle thèse de doctorat une définition rigoureuse de ce droit, qui était auparavant difficile à appréhender. On avait le droit de participer à la vie culturelle, ça veut dire quoi? On a encore entendu d'ailleurs chez Jean-Gilles Louise quelques propos un peu sceptiques. C'est quoi participer? C'est quoi la vie culturelle? Bon, mais lis la thèse de Céline, tu verras que ça commence à prendre une forme relativement précise. Et belle illustration de l'influence que peut avoir un expert sur le contenu d'une norme législative, nous retrouvons en bonne partie
cette définition romainvillienne dans le tout récent décret relatif au centre culturel dont j'ai pris connaissance à 2 heures du matin. Olivier Vanet et Luc Carton, qui n'étaient pas là mais qui eût pu le faire, ont bien montré combien ce décret a inscrit ce droit de participer à la vie culturelle au cœur de son dispositif. Et je vous recommande les articles 1er, 2 et 4 et même 20 qui sont tout à fait éloquents à cet égard. Mais je repose ma question. Est-il si sûr que ce droit est appelé à se substituer aux objectifs précédents assignés aux politiques culturelles? Parce que c'est un petit peu le motto de la journée. Quand on voit le fascicule qui a été distribué, l'idée, voilà, écoutez, démocratisation culturelle, démocratie culturelle, diversité, c'est fini. Maintenant, c'est le droit de participer à la vie culturelle. Je crois plutôt que ce droit a vocation à reprendre, à ordonnancer et à élargir ces vieux objectifs. Il ne les fait pas disparaître, il ne les remplace pas, mais il les intègre dans un concept plus large. L'article 1er du décret de novembre sur les centres culturels en témoigne puisqu'il prend soin de définir encore les vieilles notions de démocratie culturelle et de démocratisation culturelle, lisez l'article 1er, 6e et 7e. Le temps est donc définitivement révolu où l'on opposait ces deux objectifs. Je me souviens de débats absolument passionnés pour ou contre la démocratisation culturelle. Fallait-il absolument que la démocratie culturelle renvoie la démocratisation de la culture dans les notions désuètes, passéistes, conservatrices, de droite, je ne sais pas. Bon, non, on a compris que ces deux objectifs, démocratisation de la culture et démocratie culturelle, sont complémentaires et je pense qu'ils sont maintenant placés sous l'orbite du droit de participer à la vie culturelle, tel que Céline et à sa suite le décret sur les centres culturels ont défini ses composantes. Il reste sans doute à distinguer les objectifs et les mythes, même si ceux-ci peuvent être porteurs, comme vient de le suggérer Jean-Gilles Lewis. Voilà donc ma première question, mon premier point. Est-ce qu'il faut oublier démocratisation, démocratie culturelle et ne parler que de droit de participer à la vie culturelle? Réponse non, je pense qu'il n'y a pas lieu d'oublier, il y a lieu d'articuler, de mettre en cohérence autour de ce concept de droit de participer à la vie culturelle tel que décliné dans ses différentes composantes par Céline et par le décret. Deuxième question. Les droits de l'homme ne sont pas une politique, écrivait Marcel Gauchet en 1980 dans la revue Le Débat. Et il a bien raison, pour autant qu'on le comprenne bien. Les droits de l'homme ne peuvent que déterminer un cadre à l'intérieur duquel des choix doivent ou devraient être faits entre les politiques publiques potentiellement très différentes que ce cadre autorise le plus souvent. Céline Romainville a bien compris, bien signalé le danger d'une confusion entre le droit de participer à la vie culturelle, telle qu'elle en a largement développé des composantes, et les politiques culturelles proprement dites. Mais à vrai dire, les relations entre ce droit de l'homme assez particulier, parce que terriblement ambitieux, et donc menacé de verser dans un mythe, une utopie ou une pure rhétorique, et les politiques culturelles proprement dites, les relations donc entre ce droit de l'homme et les politiques culturelles proprement dites sont difficiles, très difficiles à clarifier. Et je pense que tous nos débats en témoignent. Alors je voudrais essayer d'expliquer ces difficultés. Comment articuler ce droit de l'homme, ce droit de participer à la vie culturelle, et les politiques culturelles. La première raison de cette difficulté tient dans le déficit, je crois, de réel consensus dont ce droit ainsi compris fait l'objet. Il faut avoir ce déficit bien à l'esprit, à peine de verser dans l'illusion et les désillusions. Ce droit, tel que Céline le définit, devrait être énoncé dans toutes ses composantes, non pas tant, excusez-moi, dans le petit décret sur les centres culturels, même si c'est un grand décret. Il devrait être énoncé dans toutes ses composantes dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte de New York de 1966, et dans l'article 23 de notre Constitution. Mais on en est très loin. On en est très loin. Et ce n'est pas par hasard.
En réalité, il faut encore se battre pour faire reconnaître le caractère fondamental de ce droit, pour ne pas parler de la fondamentalité de ce droit, puisque le terme maintenant est souvent utilisé par les constitutionnalistes. Alors vous me direz, ben voilà, il est bel et bien reconnu, puisque il apparaît en toutes lettres dans le décret de novembre sur les centres culturels. Ne vous faites pas d'illusions sur cette consécration décrétale. Lisez les travaux préparatoires, lisez même l'avis du Conseil d'État, lisez la presse du jour où ce beau décret a été adopté. Je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais seule une petite poignée de parlementaires, de journalistes et d'acteurs culturels s'intéressent à ces enjeux. Il est évident que si ces enjeux étaient réellement et largement pris au sérieux, ils feraient beaucoup plus parler d'eux et susciteraient certainement pas le consensus. En général, le discours sur les droits de l'homme est consensuel, qui aujourd'hui va remettre en cause les droits civils et politiques, qui aujourd'hui va remettre en cause la légitimité de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais le droit à la culture n'est pas un droit de l'homme consensuel. Il suscite le plus souvent l'indifférence ou la moquerie. En partie pour de très mauvaises raisons, bien évidemment. En partie pour des raisons plus compréhensibles. Je m'explique. En partie pour de très mauvaises raisons, parce que beaucoup ne comprennent pas la profondeur des enjeux. Ceux-là même que Maxime Lambrecht et Laurie Anquinet ont bien souligné. À savoir la nécessité impérieuse de lutter contre les inégalités du capital culturel, inégalités qui créent les inégalités criantes dans la réussite scolaire. C'était le propos de Maxime Lambrecht. La nécessité de lutter contre l'exclusion sociale que les désengagés culturels de Laurie Anquinet incarnent, et dont Christine Mailly a parlé dans des termes très différents. Vous n'étiez pas là ce matin, mais non moins frappants. Laurie Anquinet nous a fait revivre Bourdieu, c'est Bourdieu actualisé. 1/3 de désengagés culturels dans ces statistiques. 48,7% de ces désengagés culturels vivant à Bruxelles. 21,3% dans le Hainaut. Donc voilà, si l'on avait un tant soit peu conscience de la gravité des enjeux, de cette impérieuse nécessité de lutter contre l'exclusion sociale, si l'on avait la conscience de la nécessité de garantir l'égale participation au débat public, je cite alors Maxime Lambrecht, mais il est évident qu'il y aurait un fondement beaucoup plus solide au droit et à la légitimité du droit de participer à la vie culturelle. Ces enjeux, en effet, fondent la légitimité de ce droit en tant que droit de l'homme dans les valeurs les plus élémentaires de la démocratie, l'autonomie et l'égalité des personnes. Mais voilà, ces enjeux demeurent largement sous-estimés. Mais il faut reconnaître que les moqueries qui accablent parfois les droits culturels ne sont pas toujours tout à fait imméritées pour autant. C'est que, comme Jean-Gilles Loïs l'a très bien suggéré, le flou qui entoure encore trop souvent les objectifs de politique culturelle que l'on doit se donner pour passer du registre des droits à celui des politiques conduit parfois à un manque de rigueur, à un manque de modestie bien comprise, à un manque de réalisme dans l'adéquation entre les buts gigantesques et les moyens dérisoires. Et donc à l'impossibilité d'évaluer avec un minimum d'objectivité ces politiques, même s'il faut aussi se garder, comme Jean-Gilles Loïs l'a souligné, de verser dans un excès d'objectivation. Y aurait-il moyen de s'entendre sur des objectifs extrêmement clairs et précis, extrêmement pointus? On pourrait prendre l'intervention de Christine Mailly, qui nous a évidemment tous pris aux tripes. Vous avez probablement l'art de faire ça, vous. Mais imaginez-vous qu'au terme d'un grand débat démocratique, un Parlement, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
s'entendent de manière majoritaire pour orienter une véritable politique culturelle et probablement toute une série d'autres politiques, parce qu'on sait bien qu'il y a interdépendance entre la politique culturelle et les autres politiques, sur des objectifs réellement prioritaires de lutte contre l'exclusion sociale. Je pense que c'est rêvé. Parce qu'enfin, soyons clairs, pour suivre Christine Mailly, moi, il faut fermer le TRM. Hein. Il faut fermer le TRM. Moi, j'aime beaucoup assister à l'opéra. Bien, bon. Mais quand je vous écoute, j'ai presque honte d'aller au TRM. La deuxième raison de la difficulté à laquelle on se heurte quand l'on veut clarifier les relations entre le droit à la culture et les politiques culturelles, cette deuxième raison tient, à mon sens, à l'erreur, mais ici je vais être en désaccord avec Maxime Lambrecht, mais je m'en suis expliqué, mais j'aurais voulu intervenir publiquement ce matin, mais je ne voulais pas abuser de mon temps de parole, donc j'ai été le trouver tout à l'heure pour lui prévenir de ce que je vais me dire maintenant, donc je ne le prends pas en traître. Mais donc, je dis, la deuxième raison de la difficulté à laquelle on se heurte quand on veut clarifier les relations entre le droit à la culture et les politiques culturelles tient à l'erreur largement répandue qui consiste à cantonner le politique dans une sphère trop étroite au nom de la fameuse distinction de philosophie politique entre le juste et le bon. Jean-Marc Ferry, dans son dernier ouvrage, malicieusement intitulé « Les Lumières de la religion », écrit ceci qui pourrait donc peut-être ne pas convenir à Maxime Lambrecht, mais je me risque tout de même à citer Jean-Marc Ferry. Donc je n'ai pas eu le temps de reproduire la citation, j'ai donc pris le livre, que je suis seulement aux premières pages, mais c'est bien tombé. Il vient de sortir. Je lis donc Jean-Marc Ferry, professeur à l'ULB, maintenant professeur à Nantes. Le bon côté du libéralisme politique, c'est de tenir à la différence, combien contestée aujourd'hui, entre le juste et le bon. C'est une différence, la différence entre le juste et le bon. C'est une différence salutaire. Le sens du droit repose sur cette distinction. Utiliser le droit pour réaliser une vie bonne, c'est, d'un point de vue ordolibéral, détourner le droit. Le droit a pour destination la justice. Le droit est là pour structurer des représentations de ce qui est juste et ne pas les offenser. Mais, ajoute-t-il, le politique, lui, n'est pas le droit. Et le libéralisme l'oublie souvent. Le politique, à son avis, n'a pas à être cantonné aux questions de la justice. Le politique doit s'occuper de la société juste et de la vie bonne. Il a pour mission de faire que les gens soient le moins malheureux possible. L'état social en est une exemplification, hélas, menacée. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre ce texte. La difficulté, quand on lit un philosophe et quand on est juriste, et que le philosophe utilise le mot droit, c'est de bien déterminer dans quelle mesure il comprend le mot droit de la même manière que nous. Donc, je crois qu'il faut comprendre le mot droit dans ce texte de Jean-Marc Ferry comme visant le cadre des droits de l'homme, et non pas le droit des politiques publiques, qui, lui, doit faire l'objet de choix résolument engagés et soumis au débat public. Autrement dit, il faut bien articuler, même si c'est délicat, même si c'est sujet à des conflits d'interprétation, bien articuler la fondamentalité du droit de participer à la vie culturelle en tant que droit de l'homme, articuler ce droit avec la diversité des politiques culturelles qui ne peuvent pas faire l'économie de prise de position sur ce que peut être la vie bonne, tout en ne pouvant pas méconnaître les limites des droits de l'homme qui supposent cette distinction entre le juste et le bien. C'était donc ma deuxième question. La troisième, eh bien, je voudrais maintenant brièvement, c'est trop tentant, vous ennuyer quelque peu avec une définition de mon cru de la culture. Alors, je ne me suis jamais permis de définir la culture, parce que j'ai vu 1000 définitions. Bon, l'exercice est un peu épouvantable. Et je ne sais pas pourquoi, il m'est pris l'envie de me livrer à une définition qui ne vaut évidemment rien, parce qu'il n'y a aucune bonne définition de la culture. Mais voilà. Et l'envie m'en est prise notamment en lisant le texte de Laurie Anquinet et en écoutant, et avec
beaucoup d'émotion l'exposé de Christine Mailly. D'abord, petite remarque, je suis étonné de revoir l'inutilisable définition anthropologique largissime de la culture dans l'article 1 cinquièmement du décret relatif au centre culturel. Donc on retrouve la dilution anthropologique de Serge Regour, qui n'était pas là, mais qui eût pu le dire, s'il avait été là, dans l'article 1er, cinquièmement du décret sur les centres culturels. Alors, je constate chez Laurie Anquinet qu'elle comprend d'abord la notion de culture comme, je la cite, l'ensemble des goûts et des activités culturelles et sociales qui définissent les styles de vie des gens. Mais, un peu curieusement, après avoir dit cela, tout votre propos consiste à épingler l'importance du phénomène de l'exclusion. Vous dites presque un tiers de la population en communauté française est désengagée culturellement, en ce sens qu'il ne participe à rien. Non seulement ni musée, ni théâtre, mais aussi, vous l'avez dit, ni bar, ni restaurant, ni espace vert, ni visite aux amis et à la famille, ni contact virtuel sur Internet. Alors, je suis un peu en difficulté parce que finalement, Laurie Anquinet se réfère peut-être implicitement à une autre définition de la culture que celle qu'elle a annoncée au début de sa contribution, parce qu'au fond, les désengagés, ils ont évidemment un style de vie, comme le disait Christine Mailly, et par conséquent des goûts et des activités que votre définition initiale devrait qualifier de culturelles. Et donc, implicitement, Laurie Anquinet se réfère peut-être à une autre définition de la culture. La culture comme recouvrant toute activité qui vous amène à vous déplacer en dehors des lieux où l'on survit, où l'on travaille, où l'on achète de quoi vivre matériellement. Et alors j'en arrive à cette définition qui n'en est pas une, mais que j'avais envie de mettre sur papier, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Pour moi, la culture désigne une multitude infinie de champs, de domaines, d'espaces, de biens, de personnes, permettant aux hommes et aux femmes de se détacher de leur environnement immédiat, de se détacher même, en partie du moins, de tout ce qui les conditionne, de tout ce qui les arrime dans une position étroitement circonscrite, de tout ce qui les conditionne dans une situation familiale, professionnelle, locale, régionale, nationale, idéologique, philosophique. Et ce pour s'ouvrir à un horizon plus large, plus diversifié. La culture, c'est ce qui rend possible un déplacement de mon horizon, la découverte d'un autre univers que le mien, en suscitant mon intérêt, mon émotion, mon admiration, ma perplexité, mon dégoût, tout en m'appelant à un effort plus ou moins joyeux pour déchiffrer, décoder cet autre horizon, cet autre univers, et comprendre en quoi celui-ci est relié ou non à mes propres racines. Et la légitimité profonde d'une politique culturelle, soucieuse de favoriser chez chacun l'exercice concret de cette faculté de déplacement, d'ouverture et de décodage, me semble finalement s'enraciner dans l'idée même de liberté et d'autonomie. L'être humain en quête d'accomplissement de lui-même ne peut progresser dans cette quête qu'en étant un tant soit peu cultivé. Ce n'est pas tomber dans une conception perfectionniste particulière de la valeur de l'existence, de tenir ce discours. On est tout simplement ici au cœur du noyau dur des droits de l'homme. L'homme a le droit de participer à la vie culturelle parce que ce droit dérive directement du droit à la dignité humaine et du droit de s'instruire au-delà de l'obligation scolaire. Et donc, on n'a pas besoin d'autres justifications, me semble-t-il, pour fonder ce droit de l'homme. Quatrième question. Le thème de l'évaluation. Je suis presque au bout. Hein. Ça va toujours alors? Oui. Ça va. Je vais accélérer pour vous permettre. On va boire un verre, on a soif. Donc, quatrième question. Est-ce qu'il y a un débat après mon intervention, au fond? Non. Parce que j'ai toujours trouvé
hyper énervant, un prof d'UNIF qui conclut, et puis vous devez tous partir parce qu'il a conclu. Bon, enfin, je trouve ça insupportable. Moi. Bon. Enfin, bref, mais non, donc je pourrais très bien comprendre que vous souhaitiez me réinterpeller, mais par ailleurs, voilà, autour du verre, tout à fait. Moi, j'ai un côté sans limite comme ça, donc c'est pas du tout pédagogique. Enfin voilà, c'est pour m'excuser à l'avance du côté un peu abrupt peut-être ou discutable forcément de ce que j'avance. Donc ma quatrième question concerne le thème de l'évaluation. Alors ici, 4 toutes petites remarques. Première petite remarque, c'est l'intervention tout au fond de monsieur. Il est parti. Il était trop énervé là. Bon, il est parti. Mais bon, quelque part, moi je peux comprendre. Faut-il évaluer? La mode de l'évaluation a quelque chose d'hyper irritant. Moi, ça me rend fou de devoir évaluer ma faculté de droit quand j'étais doyen, évaluer mon institut d'études européennes quand je suis président de l'institut. On a fait une évaluation il y a 3 ans. Les évaluateurs sont revenus 2 ans et demi après pour pouvoir déjà voir où on en est. Enfin, il y a un côté, à un moment donné, mais c'est insupportable. Laissez-nous travailler plutôt que de remplir des fiches pour démontrer qu'on travaille bien. Donc, bon. Mais il faut reconnaître, et là, évidemment, Jean-Gilles Lewis a raison. Allez, moi, ils m'ont emmerdé un maximum, les gars là, qui sont venus évaluer pour la xème fois mon programme. Mais je dois bien reconnaître que c'était pas inutile, quoi. C'était pas inutile. Ils m'ont forcé à jeter un regard rétrospectif. Ils m'ont forcé à faire le point. Je l'aurais peut-être pas fait s'ils n'étaient pas venus m'emmerder. Bon. Donc, je crois qu'il faut accepter, sans tomber évidemment dans un excès. Le benchmarking a quelque chose effectivement de très irritant, mais ça vous l'avez dit vous-même, il ne s'agit pas d'aller faire du cherry picking décontextualisé, non, il y a peut-être quelques cerises à prendre, mais il faut les recontextualiser. Donc, première petite remarque. Deuxième petite remarque, Jean-Gilles Lewis a bien montré que l'évaluation sous l'égide du droit de participer à la vie culturelle passe par une mise en débat des politiques culturelles. Donc, c'est a priori évidemment positif. Troisième petite réflexion, je regrette beaucoup l'absence de Luc Carton, parce qu'effectivement, il nous aurait dit des choses intéressantes de nature à compléter l'approche de l'évaluation que Jean-Gilles Lewis nous a proposée. Alors, bon, moi je n'ai que évidemment le texte qu'il m'a envoyé, mais enfin, je vous signale donc qu'il préconise, ou qu'il va préconiser dans le texte qu'il vous remettra, une conception réflexive et prospective de l'évaluation, librement conduite par des opérateurs autonomes. Alors, il pense aux articles 80 à 84 du décret sur les centres culturels qui prévoit une procédure d'évaluation. Et donc, il dit, mais il faudrait favoriser vraiment une auto-évaluation réflexive, donc qui permet aux acteurs et aux responsables concernés de prendre conscience réflexivement de ce qu'ils ont fait. Mais cette évaluation, donc au niveau du centre culturel, doit être accompagnée procéduralement et méthodologiquement par l'inspection générale de la culture, garante précisément du caractère réflexif et pluraliste de l'évaluation, mais aussi des références aux normes décrétales. Donc voilà, je pense que ça c'est une approche évidemment de l'évaluation qui n'est quand même pas tout à fait celle dont Jean-Gilles Lewis nous a parlé, même si elle n'est pas contradictoire, mais on sent bien là qu'il y a l'idée d'une auto-évaluation dans un milieu plus restreint, celui du centre culturel, avec évidemment tout son terrain. Tout autre est évidemment l'évaluation législative à faire des décrets ou l'évaluation des règlements. Et là, c'est dommage que monsieur est parti, on n'en est nulle part. Hein. Il faut bien savoir que le Parlement de la Communauté française n'évalue pas. Ils ont une peur panique. Il faut bien savoir que dans le milieu des responsables politiques, l'évaluation, ça fait paniquer un maximum. Hein, parce que évaluer de manière un tant soit peu rigoureuse un décret qui a été adopté il y a 4 ans, c'est évidemment évaluer la majorité politique d'il y a 4 ans, et donc X, Y et Z, à qui on va reprocher toute une série de choses. Donc, résultat, on n'évalue pas. Or, je crois qu'il faut évaluer. Et ce Parlement est parfois un peu, comment dirais-je, au repos
le Parlement, la communauté française ne travaille plus beaucoup. Les grands décrets, ils sont derrière eux. Les grands décrets, ils sont là. Donc ils auraient du temps pour faire de l'évaluation. Mais ils ne veulent pas s'y risquer. Enfin, quatrième petite remarque, toujours sur le thème de l'évaluation. Je reviens quand même à ma proposition de ce matin. Je crois que l'idée qui m'est venue comme ça au débeauté n'est pas complètement idiote. Donc en tout cas, quelques heures après l'avoir énoncée, je me dis qu'elle n'est pas idiote, mais donc voilà, je persiste. Je lis l'avis du Conseil d'État sur l'avant-projet de décret relatif au centre culturel, sans savoir encore à ce stade ce que le gouvernement a fait de cet avis dans le projet, qui a été probablement corrigé après l'avis du Conseil d'État. Mais peu importe, parce qu'on peut généraliser le propos. Le Conseil d'État constate que c'est un avis assez faible, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose dans cet avis, ils ne se sont pas foulés. Mais il y a quand même un point intéressant qui est ceci. Dans de nombreuses dispositions, il est expressément précisé que les subventions qui y sont prévues ne sont accordées que, la fameuse formule, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Mais cette précision ne figure pas dans d'autres dispositions du même avant-projet. Alors, dit le Conseil d'État, et là, il a évidemment tout à fait raison, de deux choses l'une. Ou bien l'intention est que toute subvention prévue par le décret n'est octroyée que dans la limite des crédits budgétaires disponibles, ou bien la limite des crédits budgétaires disponibles n'a vocation à s'appliquer qu'à certains types de subventions. Dans cette seconde hypothèse, la différence de traitement entre les subventions, selon qu'elles sont ou non octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles, doit être justifiée dans l'exposé des motifs. Eh bien, j'aurais tendance à penser, mais c'est donc un raisonnement juridique que j'ai totalement improvisé ce matin. Et donc, je ne suis pas encore tout à fait sûr que je vais l'écrire avec l'autorité qui devrait venir à un professeur de droit constitutionnel. Quoique je suis président d'un centre de recherche qui s'appelle CIRC. Donc, je peux de temps en temps faire le clown. CIRC parce que Centre interdisciplinaire de recherche en droit constitutionnel, on a trouvé que les constitutionnalistes manquaient d'humour et que donc un collègue facétieux a trouvé que c'était très chouette que Hugues Dumont soit président du CIRC. Bon, bref, donc je ne suis pas tout à fait sûr de confirmer par écrit ce que je suis en train de dire oralement, mais il me semble qu'il n'est pas totalement aberrant d'imaginer même un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle contre plusieurs décrets qui, précisément, ne s'expliquent pas sur la différence de traitement entre les subventions, selon qu'elles sont ou non octroyées dans la limite des crédits budgétaires disponibles, alors que cette différence me semble devoir impérieusement être justifiée par référence au droit de participer à la vie culturelle, compte tenu de l'effet de standstill. Bon, alors ça devient un petit peu compliqué, mais Céline m'a très bien compris. Voilà, donc il y a peut-être là quelque chose à creuser. Enfin, cinquième et dernière question, en lien d'ailleurs avec la précédente, le rapport que vous avez au droit. Je dis vous, les acteurs culturels, les opérateurs culturels, les animateurs culturels, les inspecteurs, les fonctionnaires, etc. Vous avez un rapport au droit problématique. Je vous le dis en toute simplicité. Non, vous n'êtes pas content, mais je vais quand même vous le dire. De deux choses l'une. Ou bien vous en attendez trop, ou bien vous n'en attendez pas assez. Quand Paul, il est parti, je crois, je ne sais plus, oui, dit il faut mettre dans la Constitution que les pouvoirs publics doivent mériter la confiance des citoyens, il attend trop du droit. On ne met pas ça dans une Constitution. Ça ne tient pas la route. Voilà. Ne demandez pas au droit plus que ce qu'il peut donner. Je déteste la formule « ne demandez pas à la plus belle fille du monde plus que ce qu'elle peut donner ». Je trouve cette formule personnellement... Enfin, vous comprenez la même chose. Pour le droit, en tout cas, ne demandez pas au droit plus que ce qu'il peut donner. Le droit ne donne que certaines choses. Bon, pas... Mais des choses précieuses. Et donc, quand Olivier Vanet, lui, dit moi, hein, vous avez dit ça tout à l'heure, je n'attends pas du tout d'une justiciabilité du droit de participer à la vie culturelle. C'est très très bien que ce droit soit maintenant inscrit en toutes lettres dans le décret sur les centres culturels, mais c'est un objectif politique, point. Et je ne vois pas des procès, des recours, on a autre chose à faire et les avocats ont mieux à faire. Mais non,
non, là vous en attendez trop peu du droit. Le droit peut de temps en temps fonder un bon recours. Et un recours qui atteint son objectif peut parfois changer la face des choses. Que serait le droit européen aujourd'hui s'il n'y avait pas eu des arrêts absolument décisifs de la Cour de justice. Et c'est vrai aussi pour le standstill, précisément. Les droits économiques, sociaux et culturels, le droit notamment à la culture, même si on l'attend celui-là. Mais enfin, il y a toute une série de droits économiques et sociaux dont on a beaucoup dit que c'était uniquement des objectifs politiques. Il y a eu des avocats qui ont eu l'intelligence d'utiliser ces droits pour en tirer un certain nombre d'effets juridiques et on a parfois effectivement vu des effets juridiques attachés à ces droits grâce à ces recours. Donc voilà, n'en attendez pas trop, mais pas trop peu non plus. Enfin, je termine par une conclusion. J'ai réussi à ne rien dire du pacte culturel. Alors, figurez-vous qu'il existe toujours. C'est fantastique, je viens de rencontrer hier un membre de la Commission nationale permanente du pacte culturel. Et il m'a dit, ah, monsieur Dumont, j'ai lu votre thèse, c'est toujours un grand plaisir parce que, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup plus qu'une dizaine qui l'ont lu. Enfin, il y a Roland, heureusement, et Céline. Mais donc voilà, j'ai trouvé un type qui a lu ma thèse. Et il m'a dit, oui, non, moi c'est très utile pour la commission du pacte culturel. J'ai dit, ah bon. Et vous sortez encore des avis? Oui, on en sort. Et je dis, mais c'est vraiment, vivons heureux, vivons cachés. Ah oui, parce que on sait bien que si on se fait trop remarquer, on pourrait quand même supprimer cette loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. Mais on est tous d'accord pour dire que cette loi, elle est quand même très utile, parce qu'il y a encore et toujours des inspecteurs de la Commission nationale permanente du pacte culturel qui vont résoudre des tas de conflits idéologico-philosophiques dans les conseils communs de la culture, au fin fond de la Flandre, ou dans les centres culturels en communauté française. Alors, moi, ce pacte culturel, j'ai toujours dit qu'il était l'incarnation de ce que la Belgique et de ce que la culture politique belge peut faire de meilleur et de pire. Il y a le meilleur, il y a le pire. Et donc, il y a longtemps que j'ai fait des propositions pour qu'on enlève le pire et qu'on garde le meilleur et qu'on améliore tout ce qu'il y aurait lieu d'améliorer. Vox clamans in deserto. Bon. Céline a beaucoup de chance parce qu'elle pond une thèse et elle n'est pas encore publiée. Elle a comme ça toute sa définition du droit de participer à la vie culturelle dans le décret. Là, vraiment, bravo. Moi, j'ai fait des tas de propositions pour modifier la loi du pacte culturel. Échec complet, j'ai rien. On me dit très intéressant, mais surtout pas. Bon. Donc, est-ce qu'il faut encore plaider pour une réforme de cette loi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut bien se rendre compte que le droit de participer à la vie culturelle n'est pas suffisant pour arbitrer un certain nombre de conflits. Et que donc le pluralisme idéologique et philosophique paraît quand même encore et toujours incontournable, pour autant qu'on lui donne une signification élargie, qui tient compte notamment de la diversité culturelle. J'étais frappé par l'intervention de France Lebon, qui disait il y a un instant qu'au fond le dialogue entre opérateurs culturels et pouvoirs publics en communauté française est riche, et bien particulièrement riche. Mais, soulignez-vous, en même temps, il faut bien reconnaître l'importance des rapports actuels de méfiance. Est-ce qu'il y a un lien avec le vieux pacte culturel? Peut-être que oui, peut-être que non. Quelqu'un d'autre se demandait, y a-t-il un pilote dans l'avion? Mais en Belgique, il n'y a jamais un pilote dans l'avion. Il fallait aller aux États-Unis, Obama est soi-disant pilote d'avion. Et encore, hein. Bon. Le Congrès est le copilote de l'avion Obama. Et le problème, c'est qu'Obama n'a pas la majorité dans les deux chambres. Donc en démocratie, il n'y a plus un pilote dans l'avion. Ça, il faut peut-être une fois pour toutes le comprendre. Hein. Il y a des pilotes. Comment dites-vous? Oui. Ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais donc, je veux dire que ma dernière interrogation, et donc qui fait office de conclusion, mais plus pour sourire, parce que voilà, ce vieux pacte culturel retient encore de temps en temps un peu mon attention. Je crois que l'on manque quand même d'un cadre juridique approprié, qui est à la hauteur des enjeux du débat démocratique pour gérer les conflits qui doivent être vifs en matière de politique culturelle. Je vous remercie.